Après l'armistice, Pétain apparaît comme l'homme capable de sauvegarder le pays des faits. Le Congrès entérine largement ce choix en juillet 1940, et lui abandonne tout pouvoir démocratique. Le populaire vainqueur de Verdun en 1917 devient ainsi le chef de l'État français pour réaliser sa politique connue sous le nom de Révolution nationale. Sans les élus de la défunte République, répudiés jusqu'au niveau cantonal, il va s'appuyer sur le corps préfectoral qu'il renforce par de nouvelles attributions discrétionnaires. À l'hôtel de ville de Vichy, le maréchal Pétain a réuni tous les préfets de France pour recevoir leur serment de fidélité. Monsieur Karl, préfet du Nord, prononce au nom des 114 fonctionnaires réunis la formule de serment. Sur ces 114 préfets jurant fidélité au gouvernement, 2 retiennent notre attention. Tout d'abord André Jeanfort en fonction au Puy-en-Velay au premier semestre 1941, qui organise la venue de Pétain dans le département. Une foule compacte accueille Pétain, et écoute son discours devant la préfecture, avant le serment de fidélité à la Révolution nationale de centaines de légionnaires. Je jure de servir la France, tant que mes forces me le permettront. La journée se termine par une messe à la cathédrale, encadrée par 4 évêques. Le préfet Jeanfort est connu comme un juriste émérite, sensible à la problématique des étrangers. Aussi après cette visite mémorable montrant sa capacité d'organisation, il est nommé à Vichy, comme inspecteur général des camps d'internement. Il supervise donc la gestion des camps de la zone sud, de l'été 1941 jusqu'en août 1943. À ce titre au printemps 1943, il contrôle avec une réelle sympathie les 2 structures chambonnesques que sont le Coteau Fleuri et la Maison des Roches. En avril 1942, quand Pétain charge Laval de former un nouveau gouvernement, Jeanfort se maintient à son poste interministériel, toujours sous l'autorité bicéphale de l'exécutif. C'est maintenant l'heure de la conférence quotidienne entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Tous les problèmes de la vie de la France qui sont examinés en pleine confiance par les 2 hommes. Laval, qui s'attribue le ministère de l'Intérieur, s'adjoint alors un jeune préfet, René Bousquet, comme secrétaire général à la police. Mais avec une délégation générale de signature de Laval, Bousquet est en réalité le véritable ministre de l'Intérieur. Monsieur René Bousquet, secrétaire général au ministère de l'Intérieur, qui est venu chercher le chef du gouvernement. Le secrétaire général à l'Intérieur a fait son rapport, et le chef responsable sait les décisions qu'il devra prendre tout à l'heure. Ce premier flic de France joue aussi un rôle de conseil auprès de son mentor, l'assistant dans ses déplacements ou lors de rencontres importantes. René Bousquet va ainsi jouer un rôle capital dans les répressions de cette époque. Au départ de Jeanfort pour Vichy, le colonel Robert Bach le remplace à la préfecture du Puy-en-Velay. Il est donc le maître d'œuvre du maintien de l'ordre dans le département, ayant toutes les polices à sa disposition. Il est pleinement responsable des camps de travail du département, des arrestations des indésirables politiques, étrangers ou juifs, de la coopération avec les Allemands après l'occupation de la zone sud, et de la poursuite des réfractaires au service du travail obligatoire. Il est démis de ses fonctions après l'évasion de 79 communistes de la prison du Puy-en-Velay en octobre 1943. Tout puissants dans leur département, ces préfets obéissent pleinement aux directives de Vichy pour appliquer la politique qui y est décidée. Et pourtant à la Libération, ces fidèles préfets de Haute-Loire sont blanchis par la justice comme le fut René Bousquet, ordonnateur de la déportation fatale de 60 000 juifs. Bousquet a été certainement protégé dans l'immédiate après-guerre. D'abord, on peut le constater par le fait qu'il est le dernier à être jugé par la Haute Cour de justice. Que le ministre de la Police soit jugé le dernier montre bien qu'on voulait l'épargner, puisque au départ les sanctions sont très dures, les verdicts sont durs, et qu'à l'arrivée, 4 ans après, les verdicts sont beaucoup plus indulgents. Après délibération des jurés, le président Louis Noguer lit le verdict. Considérant que pour si regrettable que soit le comportement de Bousquet comme secrétaire général à la police, il n'apparaît pas qu'il ait sciemment accompli des actes de nature à nuire à la défense nationale et prononce son acquittement. Par ailleurs,
s'étant rendu coupable du crime d'indignité nationale comme tous ceux qui avaient participé au gouvernement de Vichy, il est condamné à la peine minimale de 5 ans de dégradation nationale. Mais considérant qu'il a participé de façon active et soutenue à la résistance contre l'occupant, il est relevé de la dite peine. Applaudissements dans la salle. Bousquet est libre et blanchi. Par la suite, ses amitiés avec Mitterrand lui permettent d'éviter toute révision du procès jusqu'à son assassinat en juin 1993. Pour compléter cette vidéo, vous pouvez vous référer à cet ouvrage de 500 pages, paru en avril 2023 et librement accessible aux adresses internet suivantes. Ce livre a bénéficié du soutien de la commune du Chambon-sur-Lignon, du réseau des médiathèques du Haut-Lignon, de l'Association pour la mémoire des enfants cachés et des justes, et des archives départementales qui hébergent la revue des cahiers de la Haute-Loire.